Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'Allier à Moulins en compagnie de Juliette Lucot, directrice générale adjointe de l'association Viltaïs. Bonjour Juliette. Bonjour. Juliette, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente Viltaïs, comment a été fondée cette association, le point de départ et l'ensemble de vos projets que vous réalisez dans la région, oui, même sur plusieurs régions? Viltaïs est une association qui œuvre dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui regroupe 200 salariés et qui intervient donc sur 14 départements et 4 régions différentes, donc Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. On intervient donc dans 5 pôles d'activité, donc tout ce qui va concerner l'habitat avec la gestion de résidences sociales, de foyers de jeunes travailleurs, une partie liée à l'urgence sociale avec les centres d'hébergement d'urgence, les abris de nuit, des services de santé, un secteur lié à l'asile avec la création de centres d'accueil pour demandeurs d'asile. L'association intervient également auprès d'un public réfugié et tout ce qui va concerner aussi les questions d'insertion professionnelle avec différents dispositifs menés pour le compte d'usagers qui souhaitent effectivement retrouver un parcours de vie, un parcours lié à l'emploi. Alors, vous nous avez présenté de nombreux projets innovants au sein de votre structure. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns et nous expliquer un peu leur originalité ? Effectivement, au niveau de Viltaïs, on a toujours un petit peu eu ce mot d'ordre de pouvoir aussi évoluer en fonction des nouvelles problématiques ou des nouveaux besoins qui peuvent émerger auprès des publics en situation de précarité, de ne pas s'imposer de limites, d'essayer de trouver des réponses pragmatiques, innovantes et qui peuvent aussi changer un petit peu le parcours de vie des personnes. Donc notamment un des projets, donc le Salon Joséphine, qui est un institut de beauté solidaire qui a pour mission, à travers des soins esthétiques et de coiffure qui sont proposés par de véritables professionnels, de pouvoir travailler la confiance en soi, l'image de soi, pour aussi favoriser un meilleur parcours d'intégration à la fois sociale et professionnelle. Donc c'est vrai que la beauté n'est pas toujours quelque chose qui est pris en compte ou qu'on peut qualifier à tort, mais souvent de besoins un petit peu secondaires et que on se dit qu'il est plus important de satisfaire un besoin de logement, un besoin de restauration ou d'accompagnement social plus classique. Mais pour nous, c'est un vrai enjeu de pouvoir redonner un petit peu ce coup de boost, de sourire, de confiance en soi et pour que les personnes soient mieux armées aussi dans ce parcours et dans comment ils vont aussi s'approprier un petit peu le sens de l'accompagnement. Donc pour nous, c'est aussi un enjeu d'aller aussi sur ces champs-là. Ouais. On a également donc un projet lié au sport mécanique. L'initiative est née en 2003, au départ d'un sondage auprès des résidents que l'on accueillait en foyer de jeunes travailleurs la question était, sur quel domaine vous aimeriez un petit peu vous investir ou donner de votre temps et dans cette démarche un petit peu citoyenne aussi. Et donc 3 thèmes avaient émergé. Donc on avait une partie sur la culture, une partie sur le foot et une partie aussi sur le sport mécanique. Et en fait, l'aventure a un peu commencé de cette manière. Et de se dire, il existait un championnat de France en 50 cm3. Donc, ça a été de monter cette écurie moto en endurance, parce qu'autour de l'endurance, il y avait une vie de groupe. Il y avait la notion que chacun a un rôle à jouer, chacun est utile, et vraiment avec cette idée de cohésion d'équipe. Et au fil des années, le projet s'est développé pour aujourd'hui avoir une équipe engagée en championnat du monde d'endurance qui fait différentes courses, notamment les 24 heures du Mans, les 24 heures du Bol d'Or, mais aussi d'autres compétitions à l'international. Donc nos pilotes sont des pilotes professionnels, mais tout le staff, que ce soit mécanique ou chronométrage ou toute la logistique, intègre des personnes qui sont en parcours d'insertion et avec cette idée de mêler
le sport de haut niveau et une démarche pédagogique et d'insertion. Et la recette fonctionne plutôt bien puisque les personnes se sentent intégrées avec des responsabilités. Et tout ce qu'elles peuvent capitaliser pendant ces épreuves-là, après, ça leur sert dans leur vie quotidienne et avec une meilleure appropriation de leur parcours et de leur capacité d'agir. D'accord, vous me dites au niveau carrément international, ça s'est passé en combien de temps à partir du moment où ça a été initié ? Alors de 2003 jusqu'à les premières courses en championnat du monde, c'était en 2011, donc il a fallu 8 ans aussi d'expérimentation, de réajustement, de changement aussi de cylindrée. Et puis qu'on ait pu aussi au départ, la partie mécanique reposait aussi sur des personnes en insertion encadrées par des personnes aussi qui étaient bénévoles. Oui. Et toute cette structuration nous a permis aussi de salarier notre chef mécanicien aujourd'hui. Et de faire fonctionner l'atelier tous les jours où notre collègue peut accueillir tous les jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes, désireux de découvrir cet environnement et de se préparer à venir sur des compétitions sur les circuits internationaux. Il y a 2 mots que je retiens, c'est permettre de retrouver une confiance en soi et tirer vers le haut. Et ce qui va plutôt de pair, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir proposer à des personnes en difficulté des projets super ambitieux, des choses des fois qu'on pourrait croire inatteignables, et en fait de leur proposer vraiment d'aller très loin finalement, parce que là si vous me dites que vous êtes sur des courses au niveau mondial, c'est quand même assez extraordinaire, et c'est ça que je retiens en tout cas de beaucoup de vos projets, c'est de pouvoir amener les personnes sur des terrains qui leur étaient pas forcément destinés au départ, ou qu'on ne leur propose pas classiquement dans les parcours de réinsertion. De leur proposer des choses assez incroyables. Effectivement, cette notion un petit peu d'exigence, de compétition, on parle aussi de podium quand on est aussi sur ces courses, et je pense que cette notion d'objectif, elle est nécessaire quand vous avez aussi la responsabilité d'accompagner des personnes sur un plan social ou médical ou socio-professionnel. Vous devez avoir cette notion d'objectif, cette notion de se surpasser, cette notion d'aller de l'avant, l'enthousiasme aussi que l'on doit mettre dans ça, et c'est de créer une expérience, et que cette expérience, alors parfois on parle ou d'entreprise éphémère ou de mise en situation, mais là c'est de dire oui, on crée une expérience, mais cette expérience elle est réelle, et réalité, c'est ça, elle pourra tout ce qui va être acquis en compétences de ponctualité, de savoir-être, de savoir-faire aussi, de pouvoir être associé à un groupe, c'est des choses que l'on va retrouver après dans la vie quotidienne. Et cette notion, effectivement, de croire en chacun, de révéler le potentiel en chaque personne, on refuse d'associer à une étiquette ou à un parcours de vie ou à une catégorie, et que chacun a à apprendre de l'autre, et que si on laisse cette place et si on offre ce cadre-là, on peut faire des belles choses, et que les personnes aussi reprennent leur pouvoir un petit peu de vivre, d'agir et de se sentir bien. Pour reprendre aussi un autre point qui nous semble vraiment important au sein d'Apogée, c'est cette notion du pouvoir d'agir et de l'implication des personnes accompagnées. Je crois que vous avez aussi également un autre projet construit par les personnes accompagnées, plus en lien avec la culture. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Donc quand je parlais tout à l'heure de cette consultation au niveau des résidents dans les années 2000, de savoir sur quoi vous voulez vous investir, vous impliquer, était ressortie aussi la bande dessinée, qui est un média assez puissant au niveau aussi culturel sur les personnes que l'on accompagne, et parfois aussi même sur cette difficulté d'apprentissage de la langue. Ça peut être un très bon support lié aussi à l'image, à l'art. Et donc on a pu emmener très rapidement un petit peu des groupes d'usagers sur le festival BD d'Angoulême, qui reste le temple de la BD. Et après, c'était cette idée peut-être un peu folle aussi au départ, de se dire pourquoi on ne pourrait pas créer notre propre festival sur la ville de Moulins, là où on a notre structure aussi historique. Et le premier festival a vu le jour en 2001, avec une toute petite dizaine d'auteurs qui étaient présents.
Et en 2020, nous devions fêter les 20 ans de l'édition avec à peu près une cinquantaine d'auteurs, avec une commission de bénévoles de 40 personnes, avec cette même idée, cette même volonté de dire chacun a un rôle à jouer, a une responsabilité. Et de dire oui, et alors même ce qui est flatteur au départ, c'est qu'on pense que le festival est organisé par un service culturel de la ville ou autre, mais quand on explique ça change aussi l'image de la population, de se dire que une association à caractère social peut aussi s'investir sur son territoire et valoriser le public qu'elle accueille, et que ce public a certainement plein de compétences, mais qui parfois ne sont pas mis au devant de la scène, et qui permettent aussi un petit peu de voir les choses autrement, de faire un peu ce pas de côté. C'est ça, de casser un peu les préjugés. Oui, et puis de vivre ensemble, de se dire qu'au final, un parcours de vie peut toucher n'importe qui, et qu'à un moment, une situation de précarité ou de vulnérabilité, elle n'est pas... il n'y a pas quelque chose de prédéfini, et que les parcours de vie sont très différents, mais que chacun peut aussi donner à voir ce qu'il peut faire, quoi. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous nous avez précisé juste sur quel public vous accompagnez. Pouvez-vous nous préciser ? Alors c'est un public assez large, un petit peu en résonance à nos différents pôles d'activité. Donc on peut être sur un public jeune que l'on va accueillir en foyer de jeunes travailleurs, donc un public de 16 à 30 ans qui peut être déjà sur un premier parcours d'apprentissage, d'emploi, et on a aussi un public vraiment lié à l'urgence sociale, qui peut être arrivé récemment aussi sur les villes où nous sommes présents, plutôt ce public qu'on peut appeler de sans domicile fixe ou autre, ou qui a besoin d'un accompagnement un peu plus soutenu. On a également des personnes qui sont en attente de l'instruction de leur demande d'asile, des personnes qui peuvent avoir aussi un statut de réfugié et qui arrivent sur notre territoire, et où toutes ces richesses, quel que soit le public que l'on accueille, les richesses sont là. Il faut créer ces occasions de se rencontrer et de se dire tiens, oui, à côté de chez moi, il peut y avoir cette association, mais à l'intérieur, il y a des femmes et des hommes, et que les parcours de vie peuvent être intéressants et créer des liens. D'accord, tout à fait. Et quelles sont les problématiques rencontrées sur l'ensemble de ces projets ? Est-ce que vous en avez, et quels sont les principaux finalement ? Après, c'est d'assurer et de trouver les moyens de pérenniser ces actions et ces projets, donc qui nécessitent parfois de trouver des astuces, ou de lever aussi, de mêler. Effectivement, on peut bénéficier de soutien public, mais aussi de soutien privé, de fédérer aussi des acteurs sur le territoire. Donc l'enjeu va être aussi de sécuriser ces événements d'un point de vue financier. La crise Covid, sur cette partie aussi d'événementiel, a fortement aussi impacté les choses. Donc on essaye toujours de rebondir, à maintenir ce lien, mais on souhaite vraiment retrouver, même beaucoup d'auteurs BD nous ont contactés. Eux aussi, le festival peut leur manquer, et de trouver ces occasions de se retrouver, elles sont importantes pour nous. Après, dans ce contexte-là, la motivation du public, elle est là pour maintenir sur ces actions. La participation est toujours bien active, donc c'est de pouvoir retrouver une situation sanitaire à peu près stable, et puis que nos partenaires nous soutiennent encore dans ces aventures-là, mais je pense qu'ils trouvent aussi dans ces projets une forme aussi d'enthousiasme et de fierté aussi à s'associer à des valeurs humaines et des valeurs d'intégration. Mais c'est ça, et c'est ce qu'on disait, ça redonne du sens en fait au travail de chacun, que ce soit un partenaire financier, un travailleur social, etc. Ça redonne plus de sens de s'impliquer dans ce type de projet. Oui, puis on crée vraiment ces rencontres, comme sur le festival de bande dessinée. Le samedi soir du festival, on organise une remise de récompenses de prix aux différents auteurs. Donc on va avoir le prix du meilleur scénario, de la meilleure illustration. Et donc, suite à cette réception, un dîner est organisé, et on fait un placement de table, mais où à la table, il y aura des personnes en insertion, des partenaires, des auteurs, et c'est vraiment de donner cette valorisation jusqu'au bout, et de chaque instant, puisqu'elle est vraiment nécessaire, et
on est très attentif à ce qu'on puisse aussi un petit peu changer le regard, voir différemment les choses et de ne pas se dire que une population en situation de précarité, c'est pas un handicap, mais c'est une richesse et à qui il faut donner ce petit coup de pouce. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, ce sont des projets formidables. On vous souhaite vraiment encore de belles aventures. Est-ce qu'on pourra associer, parce qu'il y a aussi d'autres projets sur lesquels vous travaillez, on pourra peut-être associer votre site internet peut-être au podcast et encore bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Juliette Lucot pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenus sont les valeurs humanistes du projet, des besoins repensés constamment, proposer des projets ambitieux et redonner confiance en soi pour avancer. Ce podcast est diffusé en 3 épisodes. Rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation d'un des nombreux projets de Viltaïs, le Salon Joséphine. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogee-ess.org.